Bonjour tout le monde, bienvenue sur le channel YouTube de Manga News et aussi bienvenue à Japan Expo, à Japex. Japex 2022, l'édition de la Renaissance, l'édition du Phénix. Et on est ici, pas tout seul, on est avec des invités qu'on va vous présenter et qui vont d'ailleurs se présenter eux-mêmes. Tu peux nous dire un petit peu? Bonjour tout le monde, je me présente, François Usan, directeur éditorial des éditions Meian et de Hot Manga entre autres. Ok, Meian, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de Meian? Alors Meian s'est lancé véritablement en 2018, même si fin 2017 on avait commencé à rééditer des œuvres qui étaient auparavant publiées chez Booken, qui est un éditeur qui a arrêté son activité. C'était des licences qui venaient de Corée, donc des manhwas. Il y avait The Breaker, Ares, Eureka. On les a réédités directement en coffret. Et on s'est véritablement lancé, avec Meian en tout cas, parce qu'on avait une petite expérience papier avec le yaoi, donc Boys Love Anna, Oui. et avec Hot Manga. Aussi avant. Donc on savait faire le papier, donc on a commencé à s'intéresser. C'est pas qu'on s'est intéressé, disons que Meian c'était pas un projet, la vérité. Les gens l'ignorent en fait. C'est que le directeur d'IDP, le boss, c'était un gros fan de Kingdom. Mais vraiment un grand fan de Kingdom. Et de l'autre côté, on avait une personne chez Meian qui avait travaillé le scénario d'une œuvre qui s'appelle Egregor, vous connaissez peut-être, Oui, tout à fait. depuis une dizaine d'années auparavant, et tous les jours il travaillait dessus. Et il envisageait même de le sortir sous forme de roman ou de light novel. D'accord. Cross-média. Mais avec notre expérience papier acquise avec donc le yaoi et le hentai, on savait publier du manga, on savait travailler le manga, on savait le produire. Et donc on a commencé à s'intéresser à adapter Egregor au format manga. Ouais. Et donc on s'est rapproché d'un dessinateur coréen qui avait entre autres adapté Warcraft en manga et donc qui était très familier à l'univers Dark Fantasy, Heroic Fantasy, qui est le genre d'Egregor, donc ça collait bien. Et par ailleurs, le directeur, il a fait marcher tous ses contacts pour pouvoir acquérir la licence Kingdom. Il a réussi à avoir l'accord pour proposer un abonnement à ceux qui le souhaitaient, recevoir les tomes à la maison en bénéficiant des extras, les coffrets, les marque-pages, tout ça. Et voilà, on s'est lancé comme ça. Mais ça n'était pas un projet. D'ailleurs, je me souviens que quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est dit, mais on va pas sortir les tomes nus, il faudrait quand même un logo pour ces séries. Ah non. Et donc, on a fait le Meian entre le nom et le logo, on a fait ça en 2 heures à l'intérieur. Et c'est vrai que sur le moment, on pensait pas aller plus loin. On était toujours très occupés avec tout ce qui était édition, coédition, distribution d'animes en DVD et Blu-ray, puisqu'on les élaborait nous-mêmes. Avec Anime Store. Avec Anime Store, voilà. Et donc, c'était des titres qui venaient de chez Wakanim, de chez Daibex, de chez Black Box. Et puis un petit peu avec le papier, ça commençait alors de plus en plus avec le yaoi. Le yaoi, c'est un label qu'on a lancé début 2013. Oui, donc ça date quand même, ça fait 9 ans aujourd'hui, plus de 9 ans. Et Hot Manga à peu près en fin 2016, année 2017. Et donc on était un peu occupés. Donc c'est pour ça Meian. Et puis surtout, on regardait le marché, on se disait, honnêtement, on n'a pas du tout prévu le coup. C'était pas un projet. On s'était dit, on a avancé pas après pas. On s'est dit, au début, Kingdom, c'est un souhait personnel, c'est presque un plaisir personnel. On l'a fait presque pour nous. Bien sûr, on savait qu'il y avait une communauté qui le réclamait, ce qui nous a un peu rassurés parce qu'il y avait une petite prise de risque. Mais c'était vraiment, on avait envie de se faire plaisir en éditant ce manga puisque ça nous tenait à cœur. Et Egregor aussi, vu que c'est une personne de l'équipe qui fait le scénario, c'était aussi un projet très personnel. Et au départ, ça s'arrêtait là. C'est ces 2 titres-là qui ont lancé. C'est ces 2 titres. Pas mal de titres sont venus. Et j'ai envie de dire, le troisième, c'est en ce qui me concerne, c'est que donc moi, je m'occupais toujours de la vidéo et du Hot Manga. J'étais pas trop du côté de Meian. Je faisais un peu les jaquettes, tout ça, parce que je suis graphiste, directeur éditorial, directeur artistique. Mais et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer avec l'agent au Japon qui s'occupe de nous pour le hentai, je vais essayer de voir si on peut pas récupérer Shigurui, qui est mon manga préféré, qui est d'ailleurs l'anime, on a travaillé dessus, c'est nous qui avons sorti donc le coffret collector, donc édité par Black Box, mais c'est nous qui nous sommes occupés de toute l'édition, du doublage, des sous-titres, etc. Donc c'est mon anime préféré, c'est ma série préférée. J'avais acheté les tomes de Panini, c'était un peu compliqué parce que c'est des triples tomes. Et je m'étais dit, ça, mon rêve, c'est de rééditer cette série dans une belle édition. Et c'est comme ça en fait que j'ai mis les 2 pieds en fait dans Meian, c'est avec Shigurui. Et c'était encore une fois un plaisir personnel. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà,
presque je m'arrête là, je sors Shigurui et je retourne à mes activités. Ma vie est terminée. Sauf que au bout d'un moment, on commence à s'attacher un petit peu à son label. Et puis Shigurui Takeyuki Yamaguchi, il avait fait très récemment les 7 Ninja Defu, donc Efu no Shi Shining, le titre japonais. On l'a récupéré avec. On l'a sorti plus tôt parce que Shigurui, le matériel était un petit peu compliqué. Et puis on s'est intéressé à d'autres licences. On a fait des propositions. Alors au début, c'était un petit peu compliqué. On a voulu marcher sur les traces de Kingdom, avec des séries fleuves, domaines historiques, etc. Donc on a sorti des licences comme Balzar, oui, tout à fait, Angolmoy. On a sorti aussi Jormungand qu'on avait distribué, donc qui était édité en anime chez Daibex. Oui, c'est tous les premiers titres. C'est la première salle de Meian. Et on s'était fait un petit peu une étiquette éditeur Seinen avec ces titres-là. En plus, les 7 Ninja Defu, tout ça. Mais ça n'a pas rencontré le succès de Kingdom. Ouais. Oui. Donc on s'est dit bon, on va se diversifier un petit peu, on va tester d'autres choses. C'est là qu'on s'est. Parce que là sur le stand, c'est impressionnant. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties en peu de temps. Oui, alors particularité de cette Japan Expo, donc sous le signe du Phénix, c'est que pour Meian cette année nous avons 34 produits références papier en avant-première. 34. Vache. C'est énorme. Rien qu'en Perfect Edition, enfin Perfect Ultimate. On est à 10. On a les 4 Baki the Grappler en Perfect, les 4 Karakuri Circus Perfect Edition et les 2 The Breaker New Waves en Ultimate en avant-première. La partie 2 de The Breaker. La partie 2 voilà, de The Breaker. Et puis après on a beaucoup de suites. Alors on a des nouveautés comme Killer Shark in Another World. Oui, j'ai vu ça. Si je suis la vilaine, Automatem, le boss final, Witch Family. Voilà, on a pas mal d'isekai aussi. Et puis on a The Reincarnated as a Pretty Fantasy Girl. Difficile à dire. Alors c'est un anime qui est disponible sur Crunchyroll, mais avec un nom différent, un peu plus compliqué. On a essayé de simplifier. Celui-ci est en avant-première. Après, je crois qu'on a Arc Demons aussi, Dilemma, mais je crois qu'il est en avant-première parce qu'il était prévu pour le 13, enfin quasiment en avant-première. Et puis on a des suites aussi. On a pas mal de suites. On a Gannibal tome 10. Oui, j'ai vu ça. Et puis on a tout ce qui est Undead Adventurer, le tome 8, Shining Life in Another World, In a Different World, le tome 6. Donc, au final, ça fait quand même 34 produits en avant-première, donc une belle actualité, ouais. Et par rapport à cette année, on va dire 2021-2022, les titres phares qui ressortent, bon, tu nous as parlé de celles qui sont sorties pour Japan Expo, mais un petit peu avant, un petit peu en amont. Qu'est-ce qu'il y a eu de significatif? Alors de significatif, je dirais que après Kingdom, on va dire, parce que les années passent vite, et puis à un moment donné, il y a eu une période où il y avait pas de gros titres, en tout cas de titres, on va dire même de middle seller chez Meian. Je dirais que le premier après Kingdom, peut-être. Alors The Breaker, The Breaker, c'est un manhwa qui gagne avec les coffrets qui gagnent à se faire connaître, c'est-à-dire que beaucoup ne connaissent pas encore. Ça vient pas du Japon, il n'y a pas d'anime, etc. Mais ceux qui y goûtent, en fait, adhèrent complètement. Et donc, ça marche avec le bouche à oreille. Et The Breaker, c'est excellent. Et depuis le début, j'ai dit très clairement, même encore aujourd'hui, aujourd'hui, il y a de la concurrence. Mais je disais encore il y a peu de temps que c'était le meilleur shonen qu'on avait au catalogue. Il y a de tout, tous les ingrédients y sont. C'est bien dessiné, le scénario est bon, les personnages sont charismatiques, les combats, tout est bien dosé. Parce qu'en ce moment, il y a aussi pas mal de séries de fight. Voilà, et puis depuis, c'est vrai, il y a Kengan Ashura qui est sorti et qui fonctionne très bien. Là, on a Baki the Grappler. Auparavant, l'année dernière, on a sorti Grand Blue, donc dans un autre registre, mais qui a quand même un petit peu marqué les esprits et qui, on va dire que Grand Blue fait partie des 3 meilleurs lancements chez Meian en 2021. On a Grand Blue, Kengan et Grand Blue, enfin, ils sont tous les deux coude à coude. Et en 3e position, un Isekai, Skeleton Knight in Another World. Il y a un animé, c'est ça? Oui, alors c'était bien avant, puisque l'animé en fait a commencé cet hiver sur Crunchyroll. Et nous, on a sorti le premier tome, alors je sais plus, mais je sais que c'était à l'été 2021. Et il s'est lancé, le lancement a été réussi. Mais je dirais qu'avec les isekai, il n'y a pas vraiment de risque, c'est un genre qui est recherché. Alors après, il ne faut pas se tromper, c'est vrai, il y a des isekai qui marchent mieux que d'autres. Il y en a beaucoup au Japon. Tout à fait. On le sait, ils en sortent un paquet, c'est comme le yaoi. Il commence à y en avoir pas mal en France aussi. Il commence à y en avoir beaucoup en France. Mais celui-ci a attiré. Mais on en a d'autres aussi qui ont bien fonctionné, par exemple Shining Life in a Different World. C'est un isekai qui a très bien fonctionné alors que personne ne connaissait. Quand on l'a annoncé, il n'y a pas eu de réaction, il n'y avait pas d'attente. Pourtant, dès que ça a été mis en vente, les premières critiques, le bouche à oreille, et puis les réas sortent très tôt.
On a aussi, alors on avait sorti un titre dans le domaine un peu, alors ça fait penser à un isekai, mais c'est plus de la réincarnation. C'est The Unwanted Undead Adventurer, où celui-ci, pareil, quand on l'a annoncé, peu de réactions. Par contre, dès qu'il a été mis en vente, mais il a des qualités exceptionnelles. Les dessins, le scénario, la façon dont dont l'univers est décrit, ouais, c'est vraiment très soigné. Et puis ensuite, voilà, on va pas dire qu'on s'est plus intéressé bien sûr à ce genre-là, c'est-à-dire tout ce qui était isekai, réincarnation. On en a encore quelques-uns à sortir, on en a déjà pas mal en catalogue. Ouais. On en a encore quelques-uns à sortir, mais on n'est pas les seuls. Oui, je sais. Ouais, il y a d'autres éditeurs puisqu'on le sait, puisqu'on a eu pas mal de refus ces derniers mois. La concurrence. Voilà, comme quoi certains. On était positionnés et puis c'est parti chez la concurrence, ça veut dire que ça va arriver prochainement, ça va être annoncé. Okay. Donc il y a d'autres éditeurs. Alors avant nous, on avait Delcourt Tonkam qui faisait du isekai, on avait Doki Doki, on avait Ototo. Voilà, c'était 3 éditeurs qui s'intéressaient à des isekai, avec pour particularité de sortir des isekai qui ne sont pas forcément encore popularisés par d'autres médias comme les adaptations animes ou les jeux vidéo. Et nous, ça a commencé avec Konosuba. Konosuba, c'est le premier isekai qui est sorti au printemps 2020 et qui, donc premier isekai du catalogue. Et c'est vrai que même nous, ça nous a surpris, mais il y a eu... Alors pour le coup, celui-ci était connu. Oui, il avait déjà une belle cote de popularité. Voilà, il avait une belle cote de popularité, donc lorsqu'on l'a annoncé, on a senti un engouement. Tout de suite après, au niveau des libraires, tout ça, des précommandes. Et puis depuis, ça s'affaiblit pas, au contraire, là ils ont annoncé une saison 3. Ils ont annoncé un spin-off sur un des personnages. Ok, ouais, donc... Il y a une info aussi, alors je vous dis pas qui, mais les droits en tout cas, les droits français ont été récupérés par quelqu'un, par un éditeur pour les saisons, les 2 premières. Donc ça arrivera très probablement en anime. Alors je sais pas si ce sera doublé, mais très certainement sous-titré. Ouais. Alors peut-être sur des plateformes VOD, mais il y aura peut-être aussi une édition DVD, Blu-ray, voilà, un truc collector, tout ça. Donc il y a encore de l'actualité sur Konosuba et on est très contents. Ouais. D'ailleurs, on a nous-mêmes récupéré aussi autre chose sur Konosuba. Alors je vais profiter peut-être d'une annonce plus officielle, mais je peux vous dire que pour les fans de Konosuba qui nous écoutent, il y aura quelque chose d'important de réclamé qui sera annoncé, je pense, avant la fin de l'année chez Meian. Meian, c'est plutôt des séries courtes, des séries longues. Est-ce que toutes les séries bénéficient d'un lancement en mode abonnement? Alors, il y a des deux. Alors moi, je suis directeur commercial, j'ai carte blanche pour l'acquisition des séries. Mais après, il y a quelqu'un au-dessus de moi. C'est le directeur, le PDG d'IDP. Et lui aussi, il intervient sur les licences. Alors on en discute entre nous, on se demande un peu les avis, tout ça. Lui, il est plutôt attiré vers les séries longues. D'accord. C'est à lui qu'on doit Kingdom, par exemple. Moi, je vais être attiré plus par les séries courtes. J'essaie d'identifier, mais je pense que je suis pas le seul, tous les dire, des séries qui ont un potentiel futur, qui sont pas forcément attendues, parce qu'elles sont encore trop méconnues, mais qui pourraient très bien, par exemple, au tome 5 ou 6, on peut citer Gannibal, par exemple. Ouais, oui, voilà. Gannibal, quand j'ai fait l'offre, il y avait très peu de tomes. Et peu de personnes en parlaient, quasiment personne commentait. C'est quand même une belle cote de popularité. C'est une belle cote. Alors le début est bien, mais il se passe quelque chose déjà 4 ou 5 qui fait que ça vous retourne le cerveau et que vous vous dites mais là j'ai une pépite entre les mains. C'est pas évident de l'anticiper tout ça. Non, c'est pas évident. Alors au début, on identifie des qualités et ensuite on se dit si au niveau déjà les dessins, bien sûr. Sauf quand tu connais déjà le mangaka à l'avance et que tu sais un petit peu... Bien sûr, mais là, l'auteur n'était pas vraiment connu. C'est plus ou moins son premier manga, en tout cas sa première série longue. Et donc, on s'était dit, les dessins, déjà, c'est bon, le début est bon, le scénario, on sent que ça va prendre. Ouais. Alors maintenant, est-ce que ça va partir en nanar horrifique? Ça en a pas l'air. Mais on sait jamais. Et puis finalement, ça n'a fait que monter, c'est simple. Hein. Gannibal, sur les 10 premiers tomes, chaque tome est meilleur que le précédent. Okay. Et j'ai jamais connu ça auparavant. Il y a toujours, ça monte des fois de plusieurs tomes, même Kingdom, ça monte la coalition, l'arc de la coalition. Après, ça descend un petit peu. Après, ça remonte. Mais on a toujours des phases, mais dans toutes les séries. Surtout les séries longues. Surtout les séries longues. Là, Gannibal, tome après tome, on se dit... Où est-ce que ça va s'arrêter? Oh là là, c'est incroyable. Et donc voilà, c'est plus le travail qui est fait de mon côté. Tandis que le directeur, lui, il va plutôt essayer de répondre à des attentes, ce qui est bien aussi. Et c'est vrai qu'il vise
parce qu'il les affectionne particulièrement. Il vise les séries qui ont un potentiel d'être proposées au format abonnement. Ouais. Il sait que ça plaît aux lecteurs, tout ça. Moi, j'étais très très content de revoir Karakuri Circus débarquer en France, parce que c'était très compliqué de la trouver. C'est à lui qu'on doit aussi Karakuri Circus. Ouais. Moi, personnellement... Tu t'en fichais? Non, je m'en fichais pas. Mais tu pensais que... J'aurais moins pris le risque. Ok. Ouais, j'aurais moins pris le risque. Je suis plus frileux. Il y a une prise de risque pour des séries puisqu'elles sont méconnues. Ouais. Alors que Karakuri Circus est connu, déjà etc. Voilà. Tu sais que tu vas. Donc moi, je vais plutôt taper dans des séries où il n'y a pas de demande, sauf si c'est un coup de cœur personnel, comme Kengan, Shigerui, Baki. Mais là, Karakuri Circus, j'avoue qu'au début, j'étais un petit peu... Puis après, quand j'ai vu la perfecte japonaise, c'est ça aussi. Et que j'ai compris qu'on allait travailler, nous, dessus, pour la reproduire, j'étais très emballé et j'ai pas été déçu, puisque ça a été un vrai plaisir déjà de découvrir la série, je connaissais pas. Elle est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. L'édition japonaise, c'est l'objet manga le plus beau que j'ai eu entre les mains. Donc ça a été un véritable défi de reproduire leur édition, d'autant qu'ils nous ont pas donné leur recette, c'est-à-dire qu'il a fallu deviner exactement ce qu'ils ont utilisé comme matériaux, comme couche de vernis spécifique, comme couleur métallique spécifique, etc. Donc il a fallu faire beaucoup de tests d'impression, ça a été très long. Et puis ces tests ont pris des mois. En plus, il y avait des approbations en cours, donc ils nous donnaient des approbations plus ou moins partielles, donc on ne pouvait pas se lancer à 100%. Et en attendant, c'est vrai qu'on a eu le prix du papier, des matières premières, de l'essence, tout ça qui a flambé. Et tandis que nous, on est resté sur la qualité. Donc aujourd'hui, le tome, il est vendu 12,95 €, alors que par rapport au coût, ça devrait coûter autour de 15-16 €. Et c'est du double volume, de toute façon? Alors c'est du quasiment double volume, oui, puisqu'on est sur une moyenne de 330-340 pages. Donc c'est plus qu'un volume et demi, c'est un petit peu moins que 2 volumes, un peu comme Baki. On n'est pas parfaitement sur du... Enfin, ils sont un peu similaires, puis la sortie... Voilà. On est plus proche du double volume, tout à fait. Et puis après, on a utilisé un papier spécial, on a beaucoup de petites finitions, tout ça. Donc il y a le découpage en plus au milieu. Il y a un vernis pour éviter les craquelures qu'on fait pas d'habitude et là qu'on a fait sur la cover. Même au niveau du code barre, c'est-à-dire que pour pas que les personnes, les collectionneurs, voient leur code barre sur leur tome. Il y a un truc. C'est une étiquette en fait qui se retire au dos. Comme ça, vraiment le tome. Vraiment le truc est nickel. Perfect, ouais. Même pas le code barre. Ouais. Non, il y a de plus en plus d'éditions comme ça qui, je veux dire collector, parce que après tu peux tout mettre sous le mot collector, mais voilà des éditions plus soigné, grand format, plus soigné. J'ai l'impression que j'espère que c'est pas un effet de mode, mais depuis quelques temps, c'est vrai, et puis avec les réseaux sociaux. À cause du démat, peut-être? Non, c'est même pas ça. Concurrencer le démat avec un objet un peu plus classique. Alors, j'ai pas senti ça. Moi, j'ai plus senti, en fait, une ferveur, en fait, de la part de beaucoup de lecteurs et de collectionneurs qui se partagent à travers des vidéos, des photos sur les réseaux, sur YouTube, etc., sur Twitch, leur collection. Et puis ça fait des émules, ça donne envie. Donc, et on sait que les perfects, les éditions soignées, grand format, rendent très bien, ça fait moins de tomes, c'est plus solide, ça résiste mieux au temps, voilà, le papier de meilleure qualité. Et c'est comme ça enfin, en tout cas, c'est le retour qu'on a des ventes qu'on fait en direct, généralement, comme dans les salons, où des personnes achètent les tomes dans ces éditions-là, alors même qu'elles ne connaissent pas la série. Ils ne connaissent pas la série. The Breaker, un client sur 3, là, sur le stand, ne connaît pas. On n'a pas entendu parler, il faut lui expliquer, il faut lui raconter. Mais tu les vends bien. Shigerui, c'est pareil. Shigerui, il faut lui raconter la série. Alors, c'est pas évident, surtout qu'il faut se répéter à chaque fois. Mais bon, c'est passionnant de le faire, parce qu'on voit qu'on arrive à convaincre. En tout cas, on ment pas. Hein. De toute façon, quand j'ai un doute sur une série, je la conseille pas. On sent que c'est les titres qui te parlent. Donc voilà, c'est pas le vendeur lambda qui va vendre en ce moment, le top des ventes, c'est celui-là. C'est vraiment quelque chose qui t'anime et qui fait Shigerui, en plus, j'ai lu la fin, donc à travers l'édition de Panini, l'ancienne édition. Et c'est un manga, presque j'y pense tous les jours par rapport à la fin. C'était tiré d'un roman, donc il a une base très solide au niveau du récit, que j'ai pas retrouvé d'ailleurs dans les 7 Ninjas des Fous, même si j'ai beaucoup apprécié le manga. On a les dessins de Takeyuki, on a ce folklore, toutes les bonnes idées, parce que attention, Takeyuki Yamaguchi pour Shigerui, quand je me suis intéressé au roman et que j'ai vu sa participation au scénario ou à l'élaboration des personnages, il a fait plus que les dessins. Mais paraît-il que quand il a découvert le roman, il est rentré en transe et que il s'est pas surpassé pour les dessins. Voilà. Il a aussi presque co-scénarisé, c'est-à-dire qu'il a apporté une touche, ouais. mais très significative
au récit. On devrait presque le citer, presque en co-scénario. En co-scénariste aussi, Voilà. hein, en co-scénariste. Et c'est incroyable, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, elle a été nommée, en tout cas, elle a été classée dans le top 100 sur le magazine Atom des mangas, meilleurs mangas de tous les temps. Oui, le magazine français, attends. Voilà, et c'est mérité, c'est oui, justifié. oui, c'est bien d'aller chercher des titres qui sont pas forcément connus, mais qui ont de la qualité. Il y en a plein. Il n'y a pas que des blockbusters. Non, il y en a d'autres. On en a d'autres encore, et je pense que c'est pareil pour les autres éditeurs qui s'intéressent aussi à ces titres-là, puisqu'il y a de la demande. On a les nouveautés, mais on a une nouvelle clientèle, et toujours la clientèle de l'époque, hein, donc les cadres, tout ça, qui attendent de voir des œuvres qui ont échappé au marché français. Tout à fait. Et c'était le cas de Baki aussi, hein, parce que Baki, on parle de l'édition éditée par Delcourt, mais c'était New Grappler, donc c'était la saison 2. C'était la partie 2 et pas la première saison de Baki. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ce choix de saison 2, parce que la première saison de Baki, elle est exceptionnelle. En animé, il y a Ashtano Joe 2 qui est sorti. Oui, c'est vrai, il n'y a pas le 1 n'est pas là non plus, c'est bizarre. Non, mais en anime, on peut... Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Après l'anime, on peut se dire, c'est vrai qu'au niveau des masters, la qualité, c'est vieux, donc c'est un peu compliqué. Oui, tu prends un peu plus de risques. Mais là, c'est vrai que c'est un peu différent. Là, ils l'ont édité, il me semble, en France, la saison 2, après que l'édition perfecte de la saison 1 soit sortie au Japon. D'accord. Donc on avait déjà du bon matos, on va dire, pour la saison 1. Et ça n'a pas... Et la saison 1, au début, moi, j'étais pas un très très grand fan de Baki au départ. J'étais surtout Kengan Ashura. Ouais. Je suivais l'anime Baki. Je trouvais que c'était très fantasmé, qu'il fallait rentrer dans le délire. Quand j'ai commencé à travailler sur les 4 premiers tomes, en travaillant, j'ai lu pour voir un petit peu si l'adaptation collait, etc. Puis voir les onomatopées, le travail. Gros travail graphique, hein, de nettoyage, tout ça, avec les équipes de Meian. Et puis je me suis dit, mais c'est mortel, en fait. Et c'est vrai que le chef, à un moment donné, il avait fait une vidéo, une chronique sur Shigurui. Il avait comparé Baki à Shigurui. Il avait dit, Shigurui, c'est Baki avec des sabres, des katanas. Okay. Et je m'étais dit, ça me plaît pas trop cette comparaison, parce que Shigurui, pour moi, c'est tellement... C'est sérieux, c'est tiré d'un roman. Ouais. Mais en fait, quand j'ai lu les 4 premiers tomes là, de Baki the Grappler, les 4 premiers perfects, j'ai retrouvé du Shigurui. Mais vraiment. Comme je travaille en plus sur Shigurui, et puis j'en ai parlé à quelqu'un qui a de grandes connaissances, d'ailleurs qui bosse pour Atom, et je lui ai dit, c'est fou, j'avais l'impression, certaines planches d'être dans Shigurui. Il m'a dit, en fait, déjà, c'est le même éditeur, ça on le savait, Akita Shoten au Japon. Mais apparemment, Takayaki Yamaguchi et Itakagi, ils sont passés par la même école, etc. D'accord, ok. Donc on sent qu'au niveau, certaines influences, certaines inspirations, certains découpages aussi. Et ça a été très appréciable. Et puis au-delà de ça, enfin, on a les entrées en jeu dans cette longue série de personnages charismatiques. C'est-à-dire qu'on les voit pas déjà très forts. Par exemple, on commence avec Doppo Orochi, il a ses 2 yeux. Donc on sait pas, quand on regarde l'anime de Netflix, on sait pas comment il l'a perdu, là, son bandeau de pirates. Là, t'as les infos. Voilà, il y a plein d'infos, c'est super intéressant. Baki s'en prend plein la gueule. Et ça, c'est génial parce qu'on sent qu'il en veut. En fait, au niveau de l'histoire, au niveau des scénarios, on sent vraiment que... Alors, je sais pas si c'est la plus... J'ai l'impression que c'est la plus aboutie. C'est vrai que peut-être la saison 3, Son of Ogre, c'est la plus fun. Et puis ça finit en apothéose. Mais la 1, elle a pour elle, en tout cas, le scénario et le fait que elle est méga stylée, les personnages, ils arrivent avec une dégaine, c'est génial. Moi, je conseille de tester au moins le premier tome, même pour ceux qui n'ont pas trop apprécié l'anime. Ils vont retrouver des choses qu'il n'y a pas dans l'anime, ils vont retrouver un détail, une saveur, quelque chose d'unique. J'ai fait plein de comparaisons, peut-être qu'elles sont un peu hasardeuses, mais j'ai retrouvé de temps en temps un petit peu de Hunter x Hunter dans le style de dessin, c'est-à-dire... La première série, elle est pas super détaillée, mais ils ont épuré, voilà un peu, très, mais avec une bonne dégaine et un bon style. Tu vois, c'est ça. Ils arrivent, tu sais, avec les pantalons un peu larges, les mains dans les poches. Enfin, ils sont. Et puis même les dialogues, c'est ça. Et puis ils sont les dialogues, les échanges, c'est croustillant. Ce qui fait que les 4 tomes, ils se bouffent d'un coup tout seuls. Mais écoute, Karakuri Circus, c'est vraiment lourd, tu sais, c'est très riche. T'es là, il y en a partout, c'est très dense, c'est incroyable. Baki, c'est très fluide et on est bien dans l'univers. Karakuri, il faut rester, on est très bien aussi, mais il faut rester concentré. Sans que c'est un chef-d'œuvre, tu vois, c'est autre chose. Faut pas les comparer les deux parce que c'est très différent. Bon, en tout cas, je pense que tu as réussi à nous donner envie
d'aller chercher dans le catalogue Meian une paire de pépites. Hein. Bah oui. Et puis, nous, on va se quitter là. Merci encore, François. Bah merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve bientôt, encore avec des interviews d'autres éditeurs à Japan Expo. Allez, à la prochaine. Au revoir.